Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous... Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Dans nos habitudes, nous parlons de la formation, éducation, enseignement, mais aussi et surtout du développement et du civisme patriotique. D'entrée de jeu, on va parler des actions organisées pour les femmes de différentes structures en rapport avec le mois de mars, mois dédié à la promotion des droits de la femme. Les femmes du département d'anatomie pathologique de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa ont organisé une conférence en vue de sensibiliser les femmes et les jeunes filles sur les maladies dont elles sont victimes. Cadre des maladies, mais d'abord pour la femme normale. La femme normale a un cycle menstruel. Et dans le cycle menstruel, il y a deux phases. Une première phase que nous appelons la phase proliférative et une deuxième phase, c'est la phase sécrétoire. Et ces deux termes-là, c'est l'anatomie pathologique. C'est l'anatomie pathologique qui peut nous dire que maintenant c'est la phase proliférative. Donc il arrive chez les femmes qui ont un certain trouble de cycle. On voudrait maintenant savoir, pour donner tel médicament, quel type de médicament devons-nous donner pour régulariser ces cycles. Et pour le donner, nous devons savoir à quelle phase nous sommes. Donc nous pouvons prendre un morceau de l'endomètre, la couche interne de l'utérus, nous envoyons chez Madame Kassoro, et elle va nous dire, vous êtes à telle phase. Et en fonction de cette phase, nous savons quel traitement nous devons donner. Donc ça, c'est la première application de l'anatomie pathologique chez la femme. À part cette régularisation, la connaissance du cycle, donc, tel que les femmes, vous êtes là, vous pouvez venir chez nous, nous prélevons l'endomètre, et nous allons vous dire que vous êtes à la première phase, à la deuxième phase, et nous pouvons même dire que, même sans que vous nous le disiez, nous pouvons vous dire que vous êtes déjà ménopausé par la réponse qui viendra des anatomopathologiques. À part ça, il y a ce que nous appelons aussi la biopsie de l'endomètre. À un certain âge, quand vous dépassez la cinquantaine, vous pouvez avoir des troubles de cycle. Alors on peut se demander, est-ce que c'est un trouble dû à la ménopause ou à l'approche de la ménopause, ou aussi il y a des cancers de l'endomètre qui existent. Et donc les prélèvements de l'endomètre peuvent... Le docteur Anastasie Ngalula s'est penché sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. La suite en image suivait. Cancer du col utérin. Nous allons suivre notre petit plan qui est fait d'une introduction, d'un rappel anatomique et histologique du col utérin. Ensuite, nous parlerons des facteurs de risque du cancer du col utérin. Et après, le dépistage du cancer du col utérin, et nous allons chuter par une conclusion. En guise d'introduction, le cancer du col de l'utérus est un problème de santé majeur dans le monde entier, avec un chiffre estimé à 330 000 nouveaux cas de cancer et 270 000 décès chaque année. Il a été approuvé qu'environ 80 à 85% de décès liés au cancer du col utérin surviennent dans les pays à faible revenu économique. En Afrique, c'est la deuxième cause de décès après celui du sein. Et ici à Kinshasa, il a été estimé une incidence de 3500 nouveaux cas par an de cancer du col de l'utérus. Ce dépistage, ce sont toutes les femmes en activité sexuelle.
À quel âge? C'est pas un enfant une fille parce qu'elle a eu des rapports. Pour la mammographie. Bonjour. Ok, présentez-vous. Je m'appelle Dr Ngalula Umpungu Anastasie. Oui. Je suis assistante senior dans le département d'anatomie pathologique de l'université de l'UNIKIN. En fait, la journée d'aujourd'hui a été consacrée pour la célébration de la clôture du mois dédié à la femme et nous avons trouvé opportun de présenter notre exposé sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, qui est un cancer actuellement très fréquent qui tue la plupart des femmes, puisque tout simplement les femmes ne sont pas attentives et ne respectent pas ce qui leur a été recommandé pour le dépistage. Alors qu'il est très simple pour le dépistage, il suffit de voir un gynécologue pour faire un petit prélèvement qui sera suivi par une analyse cytologique, cytopathologique par un anapathe. Et au bout de cet examen, on pourra voir quoi faire pour la suite de la prise en charge. En fait, le cancer du col de l'utérus est un des cancers, contrairement aux autres cancers, c'est un cancer qui est facile à gérer puisqu'on peut le dépister et il y a déjà un vaccin contre le HPV qui est le virus qui induit le cancer du col de l'utérus. Et donc, il est facile de dépister ce cancer, de traiter les lésions précancéreuses et de prévenir le développement de ces lésions précancéreuses vers un cancer qui actuellement est un grand fléau pour le sexe féminin dans le monde entier et surtout spécialement dans notre milieu. Merci beaucoup. Plusieurs autres intervenants ont défilé devant l'assistance composée essentiellement de professeurs, de chefs de travaux et administratifs. Enfin, le professeur Dr Olive Minko Kisile a partagé son expérience avec les cadets de son département. La suite en image suivait. Quand même le faire, essayer de le faire. Il faut parler de mon parcours en anatomie pathologique. Ce parcours a été spécial parce que c'est un parcours qui n'a pas été facile, je veux vous le dire. Un parcours qui a connu beaucoup de moments forts, des moments durs, mais je crois que l'essentiel, c'est les résultats finaux qui comptent, parce que la personne que vous voyez devant vous aujourd'hui est bel et bien professeur agrégé en anatomie pathologique. Cette dame que vous voyez devant vous a commencé sa spécialisation en 1997, autrement dit 97. Donc sa date, l'histoire là ne date pas d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, lorsque je suis arrivée dans ce département qui était service, c'était un service qui faisait partie du département de biologie médicale qui comprenait la biologie clinique, la parasitologie et la microbiologie, ainsi que l'anatomie pathologique. Le chef du service, parce que c'était un service, était le professeur Chirimwami. Et en dehors du professeur Chirimwami, il y avait comme professeur le feu professeur Kalengai
et le célèbre chef des travaux, actuellement professeur Kabongompoli. Et curieusement, c'était un service sans assistant. Et donc, quand je suis arrivée, j'étais l'unique assistante. Alors, étant unique, vous vous imaginez que vous affrontez un vide, vous ne savez pas comment ça se passe pour être formé dans ce vide-là. Ce n'était pas facile. Voilà pourquoi je suis en train de féliciter les actuels assistants. Je leur dis souvent que vous êtes venus, vous nous avez trouvés. Vous avez trouvé des chefs de travaux, vous avez trouvé beaucoup de spécialistes. Alors profitez bien de ça, parce que moi j'avais profité du vide. Alors, je veux vous dire qu'est-ce qui m'avait motivé de faire l'ANAPAT. Dans un premier temps, lorsque j'ai terminé ma médecine, je suis allée travailler en privé avec le professeur Mbanzoulou de gynécologie obstétrique, avec qui j'ai travaillé pendant que vous connaissez. Parce que lorsque je me sentais fatiguée, je me couchais sur le livre jusqu'à ce que je me réveiller pour continuer. Alors, voilà pourquoi au départ, cette lecture-là paraissait un peu donner de la lassitude. C'était comme ennuyeux, mais ça donne des résultats, je vous assure. Au début, ça paraît, c'est vrai, ennuyeux, mais il y a de bons résultats. Voilà pourquoi je vous recommande, je recommande à nos assistants que la lecture est un prérequis important. La lecture est une étape capitale. Lorsque vous sautez cette étape-là et que directement vous êtes devenu senior, vous commencez à faire des diagnostics par hasard, vous n'avez pas encore commencé votre spécialisation à l'anatomie pathologique. Alors, dans la suite, j'étais en train de combiner les lectures et l'apprentissage au laboratoire. Parce qu'il fallait connaître comment se passe la technique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a reçu une biopsie pour qu'à la fin, on puisse recevoir une lame colorée qu'on va observer au microscope. Il fallait bel et bien connaître ces étapes-là. Et étant tombé dans un vide où il y a personne pour me montrer cela, je suis en train de louer mes appuis. En ces temps-là, Madame Magui Tanga, elle est là, en train de sourire. Madame Delphine Massikini, elle est à ses côtés, aussi en train de me regarder. Et Papa Isangi, quand je suis arrivée, je le lui dis toujours, on l'appelait, moi je n'ose pas l'appeler garçon de laboratoire. Bon, on me le présentait, on me disait c'est notre garçon de laboratoire. Mais franchement, je vous dis qu'il a une grande expérience. Vous vous imaginez un garçon de laboratoire, à force de regarder pendant 20 ans, 30 ans, comment on fait la déshydratation, comment on fait la coupe. Donc, il est devenu aussi pratiquement un grand technicien. Ce qui fait que ces personnes-là m'ont beaucoup appris. Peut-être qu'elles-mêmes, elles ne savent pas, mais j'ai beaucoup bénéficié de leur apprentissage. Voilà pourquoi, à cette étape des choses, je tire une sonnette d'alarme pour insister sur l'humilité qui doit nous caractériser. Parce que très souvent, je vois des médecins, lorsqu'il est médecin, il suppose que c'est un gros titre, voilà, donc je ne peux rien apprendre des personnes qui sont inférieures, ce n'est pas ça. À un certain moment, si vous voulez apprendre, il faut vous humilier, il faut vous faire petit. Parce que lorsque vous vous faites petit, vous apprenez et vous avez maintenant un gros bagage. À ce moment-là, vous êtes devenu automatiquement grand. Alors, après cet apprentissage et lecture, c'était vraiment maintenant le cap vers les aptitudes spéciales.
Alors, j'ai commencé à préparer ces aptitudes après une formation bien assurée et bien accélérée par notre chef des travaux de cette époque-là. Comme il vous l'a dit lui-même tout à l'heure, il était l'unique et il courait sur toute la ville. Et ce qui fait que la matinée, il ne fallait pas espérer le voir. Pour le voir, c'est quand il a fini sa tournée. Les après-midi, autour de 13h, 14h, parfois même 15h, à ce moment-là, il remonte. Si vous êtes pressé, comme certains de nos assistants, qui plient bagages à 15h, ils sont pressés de rentrer chez eux, je commençais mon apprentissage. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le feu professeur Kalengai était recteur à l'UIM, l'université de Mbujimayi. Le professeur Chirimwami était aussi dans son université là-bas. Et la seule personne qui était permanente, qu'il fallait attraper, c'était le professeur Kaboum. Et alors après cette formation intensive, au mois de décembre 99, 2 ans après, je vous dis que j'ai commencé en 97 et 2 ans après, j'ai passé mes aptitudes. Contrairement à ce qui se passe maintenant où les gens passent les aptitudes même après 3 ans ou après 4 ans. C'est que je suis en train de condamner fermement. Et j'ai réussi à mes aptitudes avec mention distinction. Et ici, je donne encore une leçon à nos collaborateurs qui, souvent, une bonne partie ne sont pas disponibles. Je pense que je leur pose souvent la question de savoir si on peut former quelqu'un qui est absent. On ne peut pas former quelqu'un qui est absent. Il faut être sur les terrains pour être formé. Il faut être disponible pour recevoir cette formation intensive. Alors après cette étape de aptitudes, j'avais un des membres de mon jury qui était content de la manière dont j'avais passé mes aptitudes. À tout fait, j'étais surprise d'être nommée par arrêté ministériel comme chef de travaux, comme chef du service d'anatomie pathologique à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Et là, vous imaginez qu'un chef, un senior, un assistant senior débutant est nommé chef d'un service d'anapath. Et là-bas, vous retombez encore dans un vide où vous devez relever tous les défis. Parce que l'INRB, pratiquement, reçoit les analyses de la ville. C'était pratiquement la clinique Galiema, l'hôpital général, donc pratiquement toute la ville envoyée là-bas et il fallait relever le défi. Et toutes ces choses-là m'ont aidé et m'ont stimulé à me perfectionner. Au début, lorsque j'avais des difficultés, je me référais toujours à mon maître permanent, qui est le professeur Kamungu. Et dans la suite, j'ai commencé à être indépendant. Et toujours pendant que je faisais ma navette entre l'INRB et les cliniques universitaires, j'ai eu l'occasion de recevoir une bourse du gouvernement français pour un stage d'une durée de 1 an en France. Et je suis parti en France en 2002. Donc l'année 2002 à 2003, je l'ai passé là-bas. Et en France, j'ai eu à beaucoup apprendre. Et je vous assure que j'ai compris que pour mieux apprendre, il faut avoir déjà une base. Si vous n'avez pas de base,
on ne va même rien vous ajouter. Parce que ces gens-là, quand vous arrivez, ils essaient d'abord de scruter votre niveau. Ils essaient de voir, est-ce que celui-ci, il a une base? Est-ce que celui-ci, il connaît un peu dans la patte? C'est ce qui s'est passé lorsque je suis arrivé. Ils ont commencé à me flasher par des petites questions. On me donne des larmes pour vous regarder. Et Dieu merci, je m'en sortais à chaque fois. Et c'est comme ça qu'ils ont vu que je venais, disons, d'un endroit où la formation donnée est très bonne. Et ça a permis qu'on puisse me prendre avec beaucoup de sérieux. Et là, j'ai eu à effectuer beaucoup de stages au centre hospitalier de Chambéry, au sud de la France. Et ensuite, je faisais des navettes entre le centre hospitalier de Chambéry, le centre hospitalo-universitaire de Grenoble et certains instituts de Paris, où j'ai appris beaucoup de diversité. Et cela m'a valu à la fin l'obtention d'une attestation de formation spécialisée approfondie après avoir subi un examen en même temps que les internes, leurs internes qui étaient là-bas. Alors, voici la panoplie des choses que j'ai eu à suivre, des différentes formations à Lyon, à l'université de Lyon, à Paris, où j'ai profité pour assister au Carrefour Pathologie. Il y avait un colloque de formation sur les problèmes diagnostiques en pathologie tumorale thyroïdienne. Et lorsque j'ai suivi cette formation, où eux, ils font même des diagnostics sur des cytologies sur des fonctions thyroïdiennes, à un certain moment, je me disais, mais nous sommes encore nulle part. Mais je ne regrette pas parce que je sais que nous sommes quelque part. Alors, toujours dans ce temps-là, il y a eu ce colloque de formation sur la pathologie rénale et vasculaire, la prise en charge des sarcomes, et ensuite une session, un atelier d'immunohistochimie du gène à la protéine en histopathologie et uropathologie. C'était une formation à Paris. Ce qui était intéressant dans ces formations, c'est que on faisait la formation théorique, et cette formation théorique était suivie immédiatement par l'observation des lames au microscope à multitête, par la projection des différents cas. Et donc, pour vous dire, pour ne pas prendre tout le temps, toutes ces formations-là m'étaient très bénéfiques et il fallait vraiment être disponible pour pouvoir apprendre toutes ces choses-là. Il fallait être fort parce que c'était des formations intensives tout le temps. Et à la fin, lorsque je suis rentré, c'est en 2003, c'était comme si cette formation en France était la clé pour ouvrir la suite des formations. J'ai commencé maintenant à aller assister aux différentes formations dans différents pays d'Afrique. Comme on dit, lorsque vous êtes pathologiste même dans votre pays, faites-vous connaître aussi aux autres pathologies du monde, parce qu'à un certain moment, vous pouvez faire des échanges scientifiques. Eux, ils ont des pathologies phares, parfois qui sont différentes de nos pathologies phares, et les échanges là font du bien. C'est ainsi que j'ai fait ma tournée dans différentes symposiums et congrès à Bamako, ici chez nos voisins à Brazzaville, à Libreville, à Dakar. Et ensuite, maintenant,
Toutes ces formations-là ont été couronnées par ma spécialisation. J'ai défendu mon mémoire de spécialisation en décembre 2004 et j'ai réussi avec mention grande distinction. Vous voyez là, j'ai écrit émaillé de beaucoup de péripéties et de conflits. Je ne vais pas vous raconter les choses négatives. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la vie, il faut être persévérant. Dans la vie, il ne faut pas désespérer s'arrêter en cours de chemin parce que c'est... Bonjour. Présentez-vous, Je suis le professeur Dr Olive Kisile du service ou du département d'anatomie pathologique. En fait, aujourd'hui, nous avons dans le département clôturé le mois de la femme. Et c'est ainsi que nous avons voulu faire tout un programme avec différentes présentations. Et je pense que c'est ce que vous veniez de suivre de l'autre côté. Moi, j'ai présenté mon parcours. Je devais donner un témoignage sur mon parcours depuis que je suis dans ce département jusqu'à ce moment-ci où je suis devenu professeur agrégé en anatomie pathologique. Voilà pourquoi je suis allé un peu dans les détails depuis 1997 où j'ai commencé ma spécialisation ici dans ce département et j'ai passé beaucoup de caps jusqu'au moment où je suis allé passer ma soutenance de thèse en anatomie pathologique et j'ai réussi avec brio. Vous avez un conseil prodigué à vos cadets? Oui, en fait, différents conseils, j'ai donné au travers de ma présentation. J'ai insisté sur le fait que nos cadets doivent être très disponibles parce que déjà, je leur ai dit qu'on ne pouvait pas former quelqu'un qui était absent. On ne peut pas suivre quelqu'un à la maison pour aller le former. Il faut venir sur le terrain pour être formé. Il faut être disponible, il faut être humble lorsqu'on aborde la science. On a besoin de cette humilité-là pour connaître davantage. Et ensuite, il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de lectures. C'est ça un peu qui a fait que nous puissions devenir aujourd'hui ce que nous sommes. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Si vous avez aimé, dis un grand merci à Barthélémy Saboun qui est derrière la caméra. Augustin Malumba a assuré la réalisation sur la coordination de Emani Tangou. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous